Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Laurent Del Socorro. Vous le connaissez peut-être pour Royaume de vent et de colère, Boudica ou encore Morgane Pendragon. C'est un auteur que j'admire vraiment beaucoup, un pilier de l'imaginaire français puisqu'il écrit de l'historique fantasy avec un œil féministe et moderne. Dans cet entretien, nous allons discuter des œuvres de jeunesse qui ont fasciné son imaginaire, de la manière dont il allie exigence historique et narration, de la représentation des femmes en littérature, ou encore quelques petites astuces pour se renouveler en tant qu'écrivain quand ça fait déjà 10 ans qu'on écrit. Avec en bonus quelques petites infos sur ses projets à venir. Je vous laisse avec la discussion, j'espère qu'elle vous plaira. Bonjour Jean-Laurent, merci d'avoir accepté cette interview, je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne. Ah, bonjour, merci pour l'invitation. Ravi aussi, moi aussi, d'être ici. Et on va démarrer l'interview tout de suite avec une question très simple. Qu'est-ce que c'est votre premier souvenir de lecture? Et d'ailleurs, pour la petite info, j'ai demandé à mes abonnés s'ils avaient des questions à vous poser pour qu'on puisse échanger durant l'interview. Et quelqu'un justement a demandé quelles étaient les œuvres de jeunesse qui avaient un peu marqué votre imaginaire. Du coup, les deux questions se rejoignent. Oui, ça va faire un peu la boucle. Quand je repense à ma toute première lecture, parce qu'on m'avait déjà évoqué cette question-là, le premier livre que je revois, c'est un livre de Robin des Bois, mais Robin des Ok, Bois, l'adaptation, la novélisation du dessin animé de Walt Disney. C'est une ok. vieille collection en jaune et rouge. Je pense que c'est le premier livre que j'ai lu en entier, donc ça date un peu. Je me rappelle de cette collection, il y avait les adaptations là, en roman de différents classiques Ça de me dit Disney. quelque chose. Je crois que je les avais aussi quand j'étais petite. Ça me dit un truc. C'est vraiment un instant de nostalgie parce que vraiment c'est l'objet que je vois qui est vraiment un peu kitsch. En plus, je pense qu'il est beau, il brille dans mon souvenir. Si je le revoyais aujourd'hui, ce serait totalement kitsch. Oui. Mais pour Mais un enfant, c'était un petit trésor. exactement. Il y a autre chose qui est liée en deuxième souvenir, qui est proche. Il y avait une énorme bibliothèque à la maison et en bas, tout en bas, il y avait des superbes livres reliés qui étaient des intégrales de Shakespeare. C'est toute l'œuvre de Shakespeare Ok. en intégrale noire et rouge, comme ça en cuir. Et je me rappelle que ça a beaucoup marqué l'imaginaire sur les livres. C'est marrant avec le retour des beaux livres collector, voilà, Oui. simili-cuir. Et ben, il y avait ça, en fait, mais là, ils étaient énormes. Ils faisaient 30 cm de hauteur, en écrit tout petit, voilà. Comme Donc, un peu ces les deux images-là sont fortes. encyclopédies. Je vois. Bah, du coup, le fait d'avoir un collector qui sort un peu aux éditions Actu SF, un peu comme ça en relié rouge, ça doit faire plaisir un peu à l'enfant qui aimait ces beaux livres. Oui, 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 bah, je crois que c'est ce qu'on recherche. Alors, c'est un collector de type ActuSF, mais ce sera hors ActuSF, parce que là, on est Ok, vraiment sur un tirage que je voulais faire moi, voilà, ok. qui est Mais c'est porté par une petite le. asso. Voilà, Ok. pour terminer un peu tous les collecteurs justement d'ActuSF, il en manquait un du roi Je serai l'assassin, n'avait pas eu droit à ça, donc du coup, je sors un collector du roi Je serai l'assassin sur le même format pour les gens comme moi qui aiment bien que les choses soient terminées, qu'il y ait tous les titres dans la même Oui. collection. Voilà, vous l'avez, et en cours sur Ulule, donc faut pas Voilà. hésiter Donc, si vous voulez avoir votre. je mettrai le Avec lien quelques collecteurs. je mettrai le lien du financement participatif en dessous de la vidéo, comme ça, bah, si des personnes veulent se le procurer. Ils sont très beaux. Moi, j'ai Boudica, comme ça, en bleu magnifique. Ah ouais, je Vraiment suis très, très très fan. beau. Il reste, j'ai mis aussi, il reste mes exemplaires auteurs que j'ai donnés pour la campagne. Il reste quelques exemplaires de Boudica, de Je suis fille de rage, de Poème de vin de colère, si vraiment vous les cherchez aussi. Il en reste quelques-uns, donc foncez sur la page, voilà. N'hésitez Bon à pas. Je savoir. crois que je l'ai par là. Hop, allez, je vous montre à quoi ça ressemble. Moi, je suis Magnifique. assez fan, ouais, je suis assez fan du travail que fait cet illustrateur. Ouais, on aime bien. Ouais. En Du bon plus, le boulot. confort de lecture des livres, il est vraiment top. Euh, Oh, complètement, complètement. ok. Et pour répondre la question de la personne qui vous a envoyé la question sur qu'est-ce qui m'a Les œuvres. inspiré, souvent c'est un peu je donne deux réponses. Il y a ce qui m'a inspiré et ce qui m'inspire aujourd'hui parce que c'est assez complémentaire. Ok. Moi, il y a vraiment le théâtre. Déjà, tout Hmm. petit, le théâtre m'avait beaucoup interpellé, puisque au-delà de lire des pièces de théâtre, je lisais pas mal Lorenzaccio, bon, Shakespeare bien sûr, Molière. J'en regardais beaucoup. Il y avait toute une collection de, de VHS à l'époque Ok. sur des enregistrements de théâtre de Shakespeare et tout ça. Et souvent, je faisais les allers-retours entre la pièce, reprendre le texte, relire le texte, voilà.
Donc, j'ai très tôt, j'ai eu cette appétence-là et moi, je tombe dans l'imaginaire avec le seul livre quasiment d'imaginaire qu'il y a dans la bibliothèque de mon père, parce qu'il n'a que des classiques. Moi, j'ai lu surtout Ok, des classiques. C'est Dagon, c'est le recueil de nouvelles de Lovecraft dans une vieille édition avec une ok, couverture un peu zarbe, voilà. Et ça, c'est ce qui me fait dire: «Waouh, il y a des choses», et c'est ce qui va m'inciter à lire après, voilà, alors plus de l'horreur au départ et puis après, voilà, tout l'imaginaire de la fantaisie et ainsi de suite. Donc ça a ok. été vraiment le point de départ. Donc pas du tout d'historique encore au tout début, parce Ah que bah non. justement c'est des questions qui sont revenues. D'où vient cet attrait pour l'histoire? Est-ce que vous avez suivi des cours d'histoire ou des études d'histoire pour que bah, l'empreinte historique soit aussi forte dans vos œuvres? Et ben, ça reste un mystère. Alors j'ai toujours eu de l'appétence pour l'histoire, mais je sais pas d'où ça vient parce que dans mes lectures, c'est vrai que je reste sur du classique et plutôt de la fantaisie. Alors est-ce que quand on aime la fantaisie, forcément, on jette un coup d'œil à l'histoire? Sur mes études, non, parce que alors j'ai des études de théâtre, mais j'ai surtout des études, agricoles, au départ, Ok. donc on peut pas dire que le lien soit vraiment, oui, biologie. Le Il n'est lien pas avec l'histoire est évident. quand même, voilà, je le cherche encore, peut-être, peut-être. Sur les goûts encore, personnels, mais encore aujourd'hui, moi, c'est le cinéma et la danse contemporaine, donc on n'est pas dedans. Malgré tout, c'est vrai que l'histoire, dès que j'ai commencé à avoir 18-20 ans, étudiant, je lisais des articles d'histoire, je m'intéressais pas mal à des colloques sur l'histoire. Donc il y avait ça en ligne de fond, mais j'ai jamais été ni un passionné sur une période en particulier, ni à me plonger, voilà, dans des recueils ou des romans historiques. J'en lisais, mais finalement, Mhm. c'est plus un peu comme le théâtre, c'est une tâche de fond. Ça n'a jamais été un- quelque chose de viscéral. Voilà. Ok. Peut-être qu'il y a eu un moment où, enfin, écrire des histoires autour d'un cadre historique qui existe déjà, peut-être que c'est un peu pas confortable au tout début, mais c'est peut-être un peu rassurant de ne pas avoir inventé tout un univers d'imaginaire. Et puis finalement, vous vous êtes pris au jeu et c'était parti comme ça, hein. Bah, vous avez tout à fait raison, vous voyez juste. Moi, je dis souvent en plaisantant, je fais de l'historique parce que je suis feignant. Il y a un peu de ça, parce qu'effectivement, créer un univers complet, le world building d'un univers de fantasy, c'est colossal. Il y a un travail en amont, Ouais. de cohérence, de réflexion, de comment on l'équilibre qui est un peu conséquent. Et c'est vrai qu'avec l'historique, on a, on a toute la matière, en fait, on a toute la géopolitique qui est en place. On a d'une certaine façon, si ce n'est l'histoire, au moins une trame historique qui Mm. permet de donner la couleur, l'ambiance qu'on veut donner au récit. Après, on déploie des personnages avec leur histoire personnelle. Moi, ça me va très bien. C'est aussi, j'allais dire, le, le lien avec le théâtre, il est fort, c'est-à-dire mon entrée, elle est sur la création des personnages, leur dialogue, comment les faire vivre sur la scène historique, en fait. On est vraiment là-dessus. Ouais. Évidemment, le travail, il est juste décalé. C'est-à-dire que moi, j'ai pas le world building. Par contre, j'ai le travail de recherche. Mais comme vous dites, c'est confortable parce que on se raccroche à quelque chose d'existant. On peut avoir un visuel assez rapidement. Enfin voilà, on se raccroche à beaucoup de choses en fait. Mm. Et du coup, est-ce que, j'imagine que ça a des avantages et des inconvénients parce qu'il y a l'avantage d'avoir déjà une crédibilité dans l'univers sur lequel on construit notre histoire, mais comment on fait aussi pour que ça ne nous enferme pas, peut-être bah, parce qu'il faut raconter aussi une histoire qui est attractive avec de rebondissements. Comment vous conjuguez un peu une haute exigence historique, en même temps juste le fait d'écrire une histoire qui est sympa quoi, à suivre avec des personnages sympathiques? Et vous mettez le doigt sur un mot qui est très très compliqué. Euh, c'est un double travail. C'est un Mm. travail un moment, on n'est pas là pour faire un cours d'histoire, on est là pour vulgariser, être un roman, donc de pas le perdre de vue. Oui, Donc il y a vous ce n'êtes pas un travail-là, à un moment de se historien, dire, vous êtes un romancier, quoi. Déjà de c'est ça. base, ouais. Et ça, c'est quelque chose parfois quand on se plonge dans les recherches, il faut le retrouver. C'est-à-dire, à un moment, voilà, il y a peut-être des choses qui nuisent effectivement au récit, qui n'apportent rien au récit. Comment on a juste les éléments un peu signifiants qui sont importants pour immerger un lectorat dans une époque, mais pas faire un cours d'histoire ou un documentaire BBC. Et la Mm. deuxième, c'est la frustration. C'est-à-dire, il faut apprendre à lâcher ça. À un moment, dire, voilà, Ok. j'ai vu plein de choses.
Sur les 1000 choses que j'ai vues, j'en retiendrai que 15. C'est frustrant, mais ça fait partie de la règle du jeu. Et après, sur cet équilibrage, moi, j'avoue que maintenant, j'ai deux niveaux. Moi, les éléments historiques, je les touche pas. Tous les événements historiques, tous les personnages existent au bon endroit, au bon moment. Après, il y a souvent des creux où on peut se faufiler, ou une interprétation des événements, Hmm, comment ils ont eu lieu, ou on en est arrivé là. On peut jouer là-dessus, d'une part. Il y a trois points même. Le deuxième point, c'est les personnages historiques. Même si on les connaît, là, il y a la liberté romanesque de l'interpréter comme on veut, si un personnage historique à un moment apparaît dans le récit. Et la troisième, si vraiment il y a quelque chose qui me gêne sur une date ou sur un événement, je le change un peu et je l'indique à la fin de mes romans maintenant. Il y a très oui, peu de choses, mais je me dis, il y a des scènes, là je pense par rapport au dernier, à peine de mots perdus, il y a une scène à quelques années près, je me dis, je vais pas me priver d'une scène si théâtrale, si visuelle, parce qu'il me manque quelques années. Allez, ok. on avance l'événement, tant pis. J'en fais une entorse à l'histoire, mais voilà, pour la beauté de la scène, là, ça participe à ça. Donc ça aussi, c'est la force romanesque. Et vraiment, l'élément important que vous signifiez, c'est qu'on reste des romanciers, c'est-à-dire qu'on a une interprétation de l'histoire qui est souvent liée à un récit, qui n'est pas du tout lié à une volonté de reconstituer au cordeau ce que c'était. Ouais. Et j'imagine pour Je suis fille de rage, ça a dû être un sacré travail parce que déjà, c'est une période historique euh, plus récente, parce qu'il y en a d'autres qui sont un peu plus vers Renaissance, alors que la guerre de Sécession, c'est un peu Ouais. plus récent. Et vous avez incorporé plein de vrais textes que vous avez vous-même traduits, si j'ai bien compris. C'est ce que vous expliquez au début du livre. Et du coup, là, quelle était la part de... Est-ce que les textes, ils étaient vraiment hors contexte? Quelle est la part que vous avez inventée et quelle est la part qui était vraiment sourcée dans les documents que vous avez trouvés? Alors, je suis fille d'orage, j'aurais su ce qui m'attendait, je pense que j'y retournerai pas. J'avais la naïveté Ok, de la chose, c'était colossal. En fait, ce qui me fait dire aujourd'hui, j'imagine. cette période-là, j'irai pas plus loin dans le temps. C'est-à-dire, dès qu'on touche à l'époque vraiment moderne, c'est une somme de travail. Il y a vraiment des spécialistes, il y a vraiment un Ouais, lectorat spécialiste qui ok. demande une exigence qui est fondamentale. Quand j'ai voulu faire le livre, en fait, je voulais vraiment qu'il y ait des voix historiques et des voix de fiction qui se mêlent. Et quand je suis tombé sur ces lettres, j'ai trouvé intéressant de par moment pas donner ma voix moi, mais donner la voix. Alors c'est moi qui la traduisais, donc on retrouvait ma patte, mais c'était la voix des vrais gens à cette Ouais. époque-là. Et je trouvais que c'était intéressant par rapport à des personnages qui sont quand même très difficiles à traiter, parce que c'est les deux généraux qui vont s'affronter, le général Grant et le général Lee, qui sont là en termes d'interprétation, si c'est compliqué, on marche un peu sur des œufs, parce que c'est quand même ça reste voilà, des personnalités très controversées. Donc du coup, je leur laissais la parole, et avec ces morceaux choisis, sur ces moments choisis, ça permettait voilà, que les gens s'en réemparent, sans que moi j'intervienne sur la création des personnages. Donc il y avait à la fois, on va pas se mentir, hein, on est sur un roman historique. La part fictionnelle, elle est quand même très légère sur Je suis fille de rage. Ouais. Euh, la part fantastique, même si elle est présente. Et là, on est vraiment immersé dans une époque à travers tous ces personnages qui me permettaient de toucher. Il y avait deux niveaux, de toucher toutes les strates, parce que je voulais pas qu'on reste sur un niveau militaire, ce qui m'intéressait Mm, pas. On est derrière les lignes, il y a des poètes, ouais. Il y a les esclaves euh, aussi qui ont été il y a des enrôlés ou... affranchis. Ouais. Et puis la deuxième chose, ça je l'ai vu après coup, c'est-à-dire je vais chercher des personnages historiques, je trouve à 90% des personnages masculins. Donc j'ai besoin de mettre des personnages de fiction féminins Mm, pour ramener un équilibre dans le texte et qu'on n'ait pas que des personnages masculins sur le texte. Donc il y a aussi ça aussi à retisser, comment on donne tous les visages, plein de personnages pour qu'un maximum de gens se reconnaissent en fait, ouais. voilà, autour de ça. Surtout que les personnages féminins, ils ont une grande place dans votre œuvre. Parce que, alors je les ai pas, j'ai pas lu tous vos livres, mais je crois que vous en avez sorti 10, en tout une dizaine entre les adultes et les jeunesses. Il y a quand même Tout des à fait. personnages féminins forts qui sont prégnants dans la plupart. Oui, merci. Bah, c'est vraiment une volonté, c'est-à-dire que en fait, c'est une réflexion plus globale, personnelle, c'est-à-dire à un moment, je suis un gros lecteur notamment de fantasy,
et à un moment, je me dis quand même, il y a un effet de répétition que je trouvais, au début des années 2000 notamment, où, il y a quand même beaucoup de héros qui sont masculins. Il y a je trouvais qu'on Mmh. revenait souvent sur un schéma et je me suis dit: «Tiens, est-ce que je pourrais pas apporter un peu une brique à l'édifice?» Comment on rééquilibre ça? C'est flagrant dans mon premier Royaume de vent et de colère, d'avoir cette Ouais. réflexion-là. Il y a des hommes, des femmes, une héroïne noire, 2 amants gays, des personnages vieux aussi, des choses aussi que je voulais retrouver justement et que je retrouve dans Peine de mots perdus oui, dans Peine de mots perdus, c'est faire vieillir Mmh. les personnages. On n'est pas, on peut être au centre de l'histoire, on n'est pas tout puissant. À un moment, on est rattrapé par quelque chose, on Ouais. est rattrapé par une usure de la vie et là, aujourd'hui, plus globalement et c'est à la fois la réflexion qui aboutit dans Peine de mots perdus, mais aussi dans les romans, ados chez, l'École des loisirs, c'est de mettre en avant des personnalités féminines historiques. C'est-à-dire, je suis souvent, un peu effaré parfois par le lectorat, un peu plus encore par les collègues quand ils disent: «Non mais en fait c'est historique, il y a pas de femmes en fait. Frère Ouais. Poe, voilà, il y a pas de femmes». En fait, c'est une vision, très très absurde et abstraite en fait, malheureusement c'est enfin, j'invente rien. L'invisibilisation des personnalités féminines historiques, c'est en France en tout cas, c'est la réécriture au 19e siècle d'une certaine histoire, du roman national et ainsi de suite. Tous les modèles sont effacés. En fait, on soulève une pierre, il y en a 40. Donc, Ouais. à ma modeste contribution, remettre en avant Joli Maupin, remettre en avant Siniska de Sparte, qui est totalement inconnue, première femme à remporter une épreuve aux Jeux Olympiques antiques, Ouais, c'était ou le personnage sur lequel je tombe totalement par accident, Jane Anger, pamphlétiste et féministe du début du XVIIe siècle. Et en plus, elle a fait un court pamphlet que je remercie les éditions Argile m'ont permis de traduire et d'intégrer au roman. Voilà, je trouve qu'il y a une cohérence. J'essaie d'avoir une cohérence globale sur mon œuvre avec ça. Ouais. ouais. Bah, c'est vrai que, par exemple, il y a, je sais pas si vous connaissez, mais Culotté de Pénélope Bagieux Ah qui bah, reprend tous les destins de femmes. Et on lit ça, on se dit, mais en fait, il y a des destins incroyables qui ont été totalement invisibilisés et oubliés, alors que ça ferait des histoires fantastiques. Et ouais. c'est incroyable. En plus, là aussi, vous touchez juste vraiment les culottés. Ça a été un peu un point de départ de me dire, mais c'est Mm. fou, en fait, il y en a des tonnes. Et Ouais. maintenant, je collectionne. Il y en a plein maintenant. Il y a plein de collectifs, notamment féministes, qui sortent des mini-biographies ou Oui, des recueils où elles font plein de fiches, en fait, sur des personnages méconnus. Et exactement. moi, je collectionne ça parce qu'en fait, c'est un vivier incroyable d'histoires. Ouais, moi, et au théâtre, moi, je voudrais faire quelque chose sur une femme de théâtre qui s'appelle Catherine Bernard, et je pense que j'y viendrai. D'accord. Pareil, une vie incroyable, une des toutes premières autrices à monter des choses à la Comédie Française. Et on la connaît pas. Il y a aucune œuvre qui est quasiment disponible éditée aujourd'hui. Ok. Pareil, un récit autour de sa vie personnelle. Elle était protestante, elle a dû se convertir un peu de force. Voilà, il y a plein de choses autour de ce personnage-là. Mais c'est une goutte parmi, comme vous dites, des centaines, en fait. Ouais, Je ouais, trouve qu'il ouais, y en c'est a. ça. Ça en est un peu malaisant, en fait, quand on regarde notre histoire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour qu'on les efface à ce point, quoi. Bah, il y a le livre de Titiou Lecoq aussi, je sais pas si vous l'avez lu, qui Voilà. est très Ah très, ben oui, évidemment. qui est très très intéressant sur le sujet, qui explique que c'est des fois plus ou moins volontaire. Parfois c'est juste bah, la transmission s'est pas faite, parfois ça a été vraiment euh, euh, détruit, enfin les œuvres ont été détruites Ouais. intentionnellement, notamment le 19e, 20e beaucoup, mais ça fait du bien de voir que bah, non seulement ces figures-là sont reprises, mais qu'aussi entre guillemets des hommes s'impliquent, parce qu'il y a vous, il y a Emmanuel Chastelier aussi qui l'a fait avec Oui, Emils, complètement. qui était un très très bon livre aussi, et en fait quand on voit le destin de ces femmes, c'est incroyable. Mais je me dis, est-ce que vous trouvez quand même des sources autour du coup? Parce que comme il y a moins de documentation autour d'elles, du coup, la partie historique, elle peut être peut-être plus difficile à trouver. Je sais pas. Alors, parfois, c'est compliqué. Parfois, c'est très compliqué. Je l'ai eu sur deux, trois exemples. Par exemple, sur Julie Maupin. Mhm. Je sais pas à quel niveau toutes les sources que j'ai utilisées étaient 100% fiables, parce qu'il y a Ok. des choses qui sont réappropriées à travers des gens. Euh, donc c'est au-delà de trouver les sources, en plus il y a leur fiabilité, qui est une réécriture de choses qui est souvent un peu fantasmée. Donc vous avez raison de dire que c'est pas les sources les plus évidentes. Après,
justement, le travail de ces collectifs, ça permet d'avoir une base et d'avoir des gens vers qui se tourner pour aller plus loin. Malheureusement, je pense qu'il y a aussi un effet, c'est oui, on s'y intéresse, mais il faudrait s'y intéresser vraiment massivement pour qu'on ait, notamment les chercheuses et les chercheurs, et les moyens d'avoir du temps pour ressortir Ouais, pleinement des biographies, des textes, des extraits, pour remettre à jour un peu des choses qui sont ouais. J'imagine en tant que un peu chercheur, si on perdues. monte des dossiers pour faire Ouais. des recherches sur ces figures-là, c'est pas ceux qui sont les plus facilement financés ou un peu difficiles, quoi. Ouais, j'imagine. Et, Et puis il y a et ouais, allez-y, non, allez-y, allez, pardon. allez-y, allez-y. Et on parle des figures parfois un peu emblématiques, mais je me rappelle justement d'une chercheuse qui était tombée presque par accident sur un apothicaire de Lyon, en époque contemporaine. On voit qu'elle a une vie assez fascinante, elle a du poids dans l'histoire de la ville, en termes de communauté, en termes de notables. Il y a ça aussi, c'est-à-dire que là, on parle, moi par exemple, je remets en avant des grands noms, mais en fait, la deuxième vague, ce serait le quotidien, en fait, de voir qu'au Hmm, quotidien, elles étaient là, elles avaient un poids, elles avaient une importance. C'est ça aussi qu'on a invisibilisé. ouais. Et en plus, en écrivant dans le, entre guillemets, le sous-genre de l'imaginaire, ça aide pas, ça fait un deuxième handicap pour, pour faire connaître ces grands noms. Parce que, mine de rien, vous faites quand même principalement de l'historique, enfin 90% c'est de l'historique, mais il y a la petite touche d'imaginaire qui fait que vous allez être classifié dans l'imaginaire et donc forcément, bah, il n'y a pas la même visibilité que la littérature blanche pour tous ces œuvres-là. C'est un peu, ouais, c'est un peu, ouais, c'est un peu dommage. C'est un pas après l'autre, c'est-à-dire, voilà, je Hmm, pense que, est-ce que avec du recul, est-ce que mes livres auraient un lectorat plus grand si j'étais en littérature générale? À part peut-être pour Je suis fille de rage, je suis pas sûr en fait. Ça reste quand même sur des récits, sur des récits quand même qui rencontrent un certain public. Il en aura un peu plus gros, mais je pense pas qu'il s'étendrait. hmm, Par contre, pour certaines œuvres, effectivement, prochaines, je vais voir si je ne les porte pas directement en littérature générale, voir ce que ça ok. fait. Le réfléchir Ouais, d'emblée comme un récit, et voir juste, émettre voilà l'hypothèse que vous dites, est-ce que ça a plus d'impact ou pas? Voilà, je pense ouais. il faut le faire. Et puis, il y a quand même pas mal de monde en littérature générale qui s'y penche aussi, hein. Oui. Oui. Puis en plus, vous avez de la chance que j'ai quand même l'impression que vous avez un lectorat qui vous suit Oui, dans vos œuvres et dans vos aventures très fidèle. J'en fais oui, ouais, partie, hein, ouais. juste je vois votre nom, je signe. Donc, Ah, c'est gentil. Ce que je dis souvent, j'avais fait un post il y a là pour la sortie de Peine de mots perdus pour rappeler, voilà, ça fait 10 ans que j'écris, Hmm, ça fait 3 ans et demi que je suis auteur à temps plein, et en fait, ok. sans ce que j'appelle cette fan base qui a vraiment suivi sur l'ensemble, en fait, j'en serais pas là aujourd'hui. En fait, parce que je me rends compte que ce lectorat, il est indispensable. Et ce lectorat, il a quand même porté sur ce certains ont appelé le royaume et de vent et de colère verse, Hmm, l'univers royaume de vent et de colère, ont porté des titres. Il n'y avait pas de velléité qu'il y ait d'autres titres qui apparaissent dans cet univers. Et ça a fait ouais, du roi Je serai l'assassin, et ça a fait la guerre des trois rois. Et je le poursuis aujourd'hui parce que je sais il y a un affect pour cet univers-là ouais. sur une grande partie de mon lectorat. Ouais, parce que Et du que coup, j'adore pour ceux aussi, hein. qui ouais, qui le sauraient pas forcément, il y a Le Royaume de vent et de colère, donc le tout premier livre que vous avez sorti, qui a reçu Oui. un prix, prix Elbakin, non? Qu'il ait reçu le prix Elbakin.net, ouais, tout à fait. Ouais, exactement. Et ensuite, il y a eu l'attrait et la demande de votre lectorat pour développer le destin d'autres personnages, ce qui a donné naissance à Du roi, je serai l'assassin, et le dernier livre, à peine de mots perdus. C'est ça enfin, qui suit Axel. Voilà, Axel de Ex- Thorinque, la exactement. chevalière, Et, Amore et chevalière au service du roi. Très bon personnage. Et pour ceux qui veulent peut-être découvrir, il y a des nouvelles aussi qui sont sur bah, les Kindle, où il y a des nouvelles qui sont gratuites, qu'on peut Oui, trouver tout et à qui fait. reprennent ces personnages-là. J'en avais lu une où il y avait Axel dedans. Il y a notamment Le Ver est éternel qui doit être toujours disponible, Ouais, qui fait suite à Laura Royaume, mais globalement, tous mes textes peuvent être. Mais pour l'accès à ces textes, on en reparle parce qu'il y a des choses qui vont arriver. Je peux pas encore trop en parler, mais ok.
l'univers va se formaliser encore un peu plus, voilà, prochainement. OK. Et par contre, ce que je peux dire, c'est que il y aura un autre texte dans cet univers qui pousse dans le temps, puisque là, on sera sous Louis XIII et là, on sera OK. avec la fille d'Axel parce que c'est pendant les Mousquetaires et je veux mon roman sur les Mousquetaires en hommage à OK. Dumas, donc il sera dedans. Ouais. Il y a beaucoup Et de là, KPDP en ce moment dans vos influences. ah, énorme, énorme. En Ouais. fait, depuis Joli mot peint, et voilà, Peine de mots perdus et le prochain, ce seront mes deux hommages à Dumas, le prochain complètement. Et entre les deux, parce que là, il faut l'écrire quand même celui-là, je crois que c'est en septembre, on va sortir une nouvelle inédite uniquement à l'audio qui se passe entre les deux tomes, donc, enfin entre les deux tomes, OK. entre les deux aventures. Les romans sont uniques, sont des OK. récits Uniquement à uniques. Mais l'audio, du coup. si vous en voulez un peu plus, il y en aura à l'audio en septembre, mais on aura l'occasion de reparler. Ouais, uniquement à l'audio. OK. Pourquoi ce choix, du coup, uniquement à l'audio? Eh ben, en fait, c'était une commande. On m'a commandé, une nouvelle historique, qui prend pour cadre une ville bien précise OK. et du coup, voilà, c'était la médiathèque de la ville qui passe commande, donc il y a un cahier des charges, donc ça s'intègre dans cette ville et j'ai demandé si je pouvais faire un lien avec mes récits et du coup, je l'ai intégré. Donc j'ai cédé les OK. droits audio. Je l'ai enregistré, donc du coup, c'était un gros chantier et OK. la diffusion qui devait être faite plus tôt, finalement, se fait en septembre, donc ça tombe bien. Il y a eu Peine de mots perdus. Il y aura la nouvelle qui va un peu teaser la suite et le nouveau roman qui sortira d'ici 1 an et demi ou 2. OK. Ça doit être un exercice, totalement différent de lire, du coup, bah, ses Ouais. propres textes, de faire le travail audio. Ça doit être, ouais, très, très différent de l'écriture, quoi. Oui, bah, ça m'a replongé dans mes travaux de lecture. J'ai fait beaucoup de lectures quand j'étais au conservatoire de théâtre. Mmh. Ça m'a replongé dans ce travail-là, le rythme, des choses comme ça. Et ce qui est amusant, c'est qu'on m'a demandé de le faire il y a un an maintenant, quand j'ai fait le festival des Petites Fugues pardon, les Cafés littéraires de Montélimar. OK. En fait, ils m'ont proposé pour clôturer le festival de faire une lecture dessinée de Une pour toutes. Donc il y avait une illustratrice qui dessinait en direct le début du roman, et moi j'avais fait un montage du début du roman que je lisais voilà, pendant 20-30 minutes à un éditorium. Et je me OK. suis rendu compte que ça validait en fait l'oralité de mes textes. On est vraiment, vraiment, vraiment sur quelque chose qui est un lien entre le théâtral et le romanesque en fait. Ce que je cherche hein, depuis mon premier texte. Ouais, vous renouez avec Ouais. vos premiers amours. Mais c'est vrai qu'en plus, dans vos textes, on sent la théâtralité. On sent que les dialogues, ils pourraient être lus à voix haute, Oui, c'est très punchy, c'est ouais et j'imagine en plus, c'est ça doit vraiment. faire du ouais, allez-y. Non, non, c'est tout, c'est tout. OK. Allez-y, allez-y. Hem, Quand on écrit depuis 10 ans, en plus, ce genre de petite expérience d'aventure, ça doit faire du bien aussi pour se renouveler. Parce qu'en tant qu'auteur, bah, justement, comment on fait pour, grandir en tant qu'auteur, pas rester enfermé dans juste les mêmes schémas d'écriture ou bah, continuer à prendre plaisir? Parce qu'en plus, maintenant, vous faites ça à temps plein, donc ça doit rester c'est un travail, mais le travail peut être Oui. fait que si vous y prenez du plaisir quand même. Alors ça, c'est l'excellente remarque, parce que j'ai rencontré pas mal de collègues en ce moment. Pour ceux qui sont comme moi à faire de l'écriture leur métier, on est dans une espèce de boucle où on doit quand même avoir un rythme d'écriture assez soutenu pour en vivre. Mmh. Ce qui provoque des difficultés, voilà, on est en burn-out, on est en fatigue effectivement de ce que vous dites, c'est-à-dire comment on se renouvelle, ainsi de suite, comment on se répète pas. Je pense que là, je finis un peu des choses. Il y a un troisième roman sur le triptyque à l'école des loisirs. Là, pareil, chez Albin Michel, j'ai un autre titre sur lequel je travaille actuellement et peut-être le nouveau dans Royaume de vent et de colère. Mais après ça, je pense je serais assez tenté d'aller chercher ailleurs. C'est-à-dire que déjà être parti en jeunesse à l'école des loisirs, c'est autre chose. Ça Oui, me force à autre chose, un autre public, un autre rythme. Comment on s'adresse à des personnes qui ont 14 ans ou plus aujourd'hui. ouais. Voilà, ça force à une autre réflexion. Mais je pense qu'il faut aller plus loin. On parlait de la littérature générale. Est-ce que, voilà, j'essaierai pas un manuscrit de littérature générale. Sur du Mmh. policier, un policier historique, on va Ouais. chercher une autre forme. On va chercher une autre forme, on va chercher un autre public aussi, qui est une autre forme d'exigence. Je pense que ces pas de côté, ils sont intéressants.
Parce qu'à un moment, faut se je pense qu'ils sont nécessaires, en fait, Hmm, pour pas se réécrire sans ouais. arrêt. Ouais, parce que ça reste un art comme un autre et le but, Ouais. c'est pas de refaire tout le temps la même chose. Après, il y en a qui font ça, il y a des recettes qui marchent et si après un Mmh. écrivain s'épanouit comme ça, tant mieux. Mais ouais, ouais, je comprends. En plus, même dans les échanges avec les lecteurs, les échanges avec les éditeurs, c'est sympa d'avoir d'autres retours, d'avoir des nouvelles discussions un peu. Ah complètement. Après, il y a 2 niveaux là aussi. Hmm, Il faut avoir le temps. C'est-à-dire qu'il ouais, y a quand même une réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'écriture de mes romans, de fantasy historique me font vivre. Aller chercher ailleurs, on sait pas même si un texte sera retenu, donc c'est nouveau, donc c'est c'est se vrai. remettre en danger et c'est justement se remettre en danger, c'est-à-dire, heu, faire preuve d'humilité. On va sur un endroit où on n'a pas, on sait pas, en fait, si on va pouvoir s'installer ou pas dans un nouveau milieu. Hmm, C'est, c'est pas évident. Je pense que c'est nécessaire. Justement, peut-être aussi parce que c'est une leçon d'humilité de se dire, dans un domaine ça marche et tout quand je me confronte à autre chose, en fait, ça va être plus compliqué. Mmh. ouais, ouais, je comprends. Mais, euh, mais surtout en plus, là, avec le marché du livre actuel, il y a une petite prise de risque encore en plus. Les maisons d'édition peuvent être parfois un peu plus frileuses. Je sais pas trop après, vous, comment vous le ressentez en tant qu'écrivain, mais j'ai l'impression il y a une petite prise de risque qui est un peu plus difficile à prendre. Forcément, les livres coûtent un peu plus cher, le coût du papier. Ouais. Bah, moi, ce que je trouve, c'est j'étais surpris. Je pensais qu'en période justement de difficulté, avec, comme vous dites, des coûts qui augmentent sur Hmm, l'objet, la fabrication, le ouais, papier, la colle, même le façonnage, enfin, il y a plein de choses. On a quand même des pénuries de colle à un moment de livres, ce qui n'arrive jamais. ouais. Assez hallucinant pour mais on allait plutôt vers se dire: «Tiens, ils vont peut-être chercher de l'émergence francophone ou travailler des auteurs, francophones parce que ça permet des tournées». Heu, assez, pragmatiquement, c'est aussi moins cher puisqu'on travaille en direct, les avaloirs sont plus bas et C'est je vrai. je trouve que ça s'est renforcé sur des achats de droits étrangers, alors de best-sellers, mais donc du coup, des achats de droits, un coût de traduction, des très beaux livres, en fait, des prises de risques qui sont montées, alors certainement avec des ventes qui suivent, mais quand même je me dis: «C'est curieux», la démarche c'était de dire: «Oh là là, il faut miser beaucoup sur des titres qui fonctionnent à l'étranger pour être sûr que ça fonctionne ici». Alors peut-être, hein, que c'est le choix qu'il faut faire, mais c'est vrai que du coup ça laisse moins de place, à l'émergence. Je suis très, très, attentif à ça, c'est-à-dire que déjà il y a 10 ans quand je rentrais, on me disait: «Oh là là, pour entrer dans le milieu, c'est compliqué». Aujourd'hui, je sais pas si c'est aussi simple. Je pense que les portes se réduisent parce que même pour les gens un peu implantés comme moi ou d'autres, et ben, il y a moins de place déjà. Donc forcément tout se resserre. Ouais, Tout se resserre. Ils trouvent toujours leur chemin, hein. Moi je vois des succès, tu vois? Je suis, heu, impressionné et ravi d'un succès comme Chris Lukliciewicz sur ses 2 premiers romans ouais. et du succès mérité du Thé pour les fantômes. Voilà, Hmm. je rassure tout le monde, si vous avez une proposition qui est excellente, elle trouvera et son éditeur et son public. Oui. Et si vous auriez un petit conseil, par exemple, s'il y a des gens là qui nous écoutent et qui aimeraient écrire, qui sont en train d'écrire, un petit conseil que peut-être vous auriez aimé savoir ou connaître, ou qu'est-ce que vous diriez à un jeune écrivain qui veut se lancer? De pas tomber dans le biais du passage à l'écriture. La première formation d'un autrice ou d'un auteur, c'est lire. Il faut lire et de tout et se forcer à lire de tout. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut, connaître le genre dans lequel on écrit. Mhm. J'imagine qu'il y a beaucoup de lecteurs de fantasy, donc là, évidemment, ça c'est normal. Mais aller voir ailleurs, c'est-à-dire vraiment, s'imprégner de comment fonctionne la littérature générale, comment fonctionne le polar, heu et surtout par rapport à des titres qui émergent un peu, même la BD ou pourquoi il y a eu un succès pour ça? Cette curiosité-là. Les médiathèques Mhm. sont très bien fournies, surtout avec les titres qui marchent. On peut aller voir sur place, lire des passages. Je pense que c'est assez, ça nourrit beaucoup, en fait, et c'est un peu la frustration qu'on a quand on passe à temps plein. On n'a plus le temps de le lire, donc ne perdez pas Ok. ça, surtout au départ. Lisez et lisez de tout. Vous fermez pas des portes et honnêtement, mais ça alimente votre écriture d'une façon incroyable.
OK. Vous avez vu un peu l'évolution ou vous avez conscientisé parfois des œuvres qui vous ont influencé, dans votre écriture? Alors, oui, il y en a. Alors, une qui est depuis longtemps que je veux atteindre, mais je pense qu'elle m'a pas influencé parce qu'elle est loin de moi, mais c'est quelque chose qui me marque. C'est La Maison des Feuilles de Danielewski, qui est une Oui, espèce de livre-objet assez incroyable. La mise en page bouge. C'est une maison qui bouge de forme dans le ouais, récit, et dans le livre bouge. Les lettres coulent, l'encre passe à travers des pages. ouais, C'est vraiment, pour moi, c'est de la chaos magique entre les mains. Il y a quelque chose de magique. C'est très barré. Sinon, dans les récits qui m'ont marqué, c'est plus deux autrices que des livres. Il y a Becky Chambers ouais, voilà, l'espace d'un an, c'est me dire, on peut écrire ça. C'est-à-dire, on peut avoir une entrée qui est à la fois par les gens de tous les jours, parce que c'est ça, Becky Chambers. C'est-à-dire qu'on est ouais, vraiment de les déployer dans une tranche de vie bienveillante, et ça fait du bien. Et on se dit, il peut y avoir ça. Et alors je me dis, ouais, il y a vraiment une réflexion autour de ça. Ça a orienté mes récits, par exemple, comme une pour toutes. Je voulais quelque chose des personnages qui gagnent, mmh, qui peuvent vivre leur vie, voilà, qui soient, ouais, inspirants. Je voulais ouais, vraiment ça. Et de l'autre côté, alors là, pour le coup, ça a été un livre, c'est Madeleine Miller oh mince, j'ai le chant d'Achille, Circé? c'est pas Le celui-là, chant c'est Circé. Circé? Mmh, C'est Circé. Tout le monde me disait, parce que souvent j'ai des gens qui me disent, ça il faut que tu le lises, ça il faut que tu le lises. Au bout d'un moment, je réfléchis plus, au bout de quatre ouais, cinq fois, je l'achète, je le lis. J'ai commencé à lire, alors l'écriture est fabuleuse, mais au début je me disais, tiens, c'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement intelligent, on voit qu'il y a tout un background derrière, comment elle se réapproprie le mythe de cette nymphe. Mais je disais, mais c'est très bien, mais je comprends pas pourquoi il y a autant d'arguments. Et puis mmh, j'avance, et puis on rentre dans quelque chose où on voit que elle arrive à questionner intelligemment nos propres questions de société. Elle rend une humanité au personnage qui au début est relativement froid, et on avance voilà sur ce personnage. Et puis vraiment, même en termes de fin de l'ouvrage, vraiment il y a quelque chose. Ça a vraiment été une inspiration directe sur tout ce que j'aborde, notamment Morgane Pendragon, toute la réécriture de mythes chez Albin Michel, où il y a l'inspiration Madeleine Miller est évidente. Enfin voilà, c'est vraiment ouais, été et d'écriture et de rencontre, Madeleine Miller et Becky Chambers. Je trouve que ouais, c'est deux voix qui apportent vraiment quelque chose. Et j'en rajoute une mmh, troisième, Claire North, qui récemment j'ai redécouvert, enfin que j'ai découverte. Et par exemple, son triptyque qu'ils ont sorti au Bélial sur la Maison des Jeux est juste oui, magnifique. OK. Et pareil, qui refait une réécriture qui est dans ma pile, qui est une réécriture de Pénélope, je crois, si je ne m'abuse, voilà. Oui, Du Militac, voilà. OK. Mais il y avait une question qui était, justement sur, les recommandations. Par exemple, 3 livres préférés, 3 recommandations. Bah, je pense que du coup, on en a 3. Ah, bah Donc 3 là, vous autrices les avez. là, Claire ouais, North, foncé, et à la fois même je l'avais connu sur ces thrillers fantastiques qui étaient sortis chez Bragelonne, qui sont très très bien. Sur l'historique foncé aussi, donc la maison des jeux, les Becky Chambers, voilà, ouais. Mais espace c'est vrai d'un an. que, ouais, Becky Chambers, ouais, je suis très fan de science-fiction, Ouais, mais c'est vrai que lire beaucoup de science-fiction, il y a un moment, on tombe en dépression un peu parce que bon, c'est un peu le ouais, but aussi, mais c'est très, ouais, très noir et Becky Chambers, elle arrive à, pas faire un truc niais, c'est pas, bonbon, c'est pas le monde des bisounours, mais ça fait du bien. Ça fait du bien en termes de, moi, je sais que, c'est Apprendre si par bonheur qui m'avait beaucoup marqué ce côté exploration spatiale où on ne va pas détruire ce qu'on touche, mais il y a une forme de ouais, respect et ça fait du bien. Et il y a un petit, j'ai l'impression que du coup vous êtes assez marqué par des œuvres qui juste cassent les codes, s'inscrivent dans un ouais, genre, mais qui en fait se détachent des codes et que ça soit des codes juste de la présentation d'un livre, c'est pas juste des lignes, des paragraphes et des alinéas. Aussi bah, avec la Maison des Feuilles qui ah prend ouais, beaucoup de liberté et aussi bah, les codes bah, par exemple de l'ASF qui n'est pas obligé d'être noire ou sombre et qui peut aussi être un peu plus lumineuse, on va dire. ouais. Ouais, vous avez raison, je ne m'étais pas rendu compte avec ces mots-là, mais oui, il y a un peu de ça. Ce qui est nouveau pour moi, parce que moi aussi, je ronronne parfois, j'ai tendance à aller voir
des choses que j'aime bien. Donc allez voir, voilà, qu'on m'incite à lire des textes ou des autrices que j'aurais pas lues, tout de suite. Alors Chambers, je savais que j'allais Mmh. aimer quand j'ai vu ce que c'était. Mais Chambers, c'est intéressant parce que, comme vous dites, elle casse les codes. Et je me rappelle quand le premier était sorti, il y avait, il y a un peu une vieille garde qui disait, «Oh, c'est pas vraiment du space op, c'est quoi ça?» Parce que justement, c'est très éloigné, parce que surtout sur le space opéra comme ça, la grande marque qui fonctionne, c'est le space opéra militariste, un Mmh. héros, des conflits, des batailles spatiales. Alors c'est très bien, hein, Exactement. j'ai rien contre ça, mais c'est un modèle tellement fort et tellement omniprésent que ouais, ça fait du bien et puis il y a plein de choses depuis, hein, qui ont émergé. Mais moi j'ai découvert par là. Je crois que c'est ça qu'on appelle le solar punk, non? Ou quelque chose comme Oui, ça? Oui. ouais, Ouais. exactement. Ouais. Mais il y a plein de bah, on sent que la mouvance, elle commence à se développer. Alors moi, je connais pas encore, je pense, d'auteurs francophones Bon. qui font ça, mais j'imagine que ça va arriver petit à petit. Même que des maisons d'édition comme, Argile ou, L'Homme sans nom qui prennent un peu des voix émergentes françaises. Il y a un moment, je pense que ça va arriver et on va en avoir aussi ici. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est à espérer. Après, j'espère que les maisons d'édition s'en empareront assez largement, parce que pour l'imposer, il faut que ça vienne d'en haut, en fait. C'est vrai. Tant que les gens seront frileux un petit peu, bon, on va voir. Mais bon, vu le succès de Becky Chambers, qui n'était pas gagné, hein, au début, la Talente a vraiment eu du mérite, parce qu'ils se sont accrochés, 1, 2, et vraiment ça a décollé au deuxième. Donc vraiment, ça a été, là vraiment, Paris c'était gagné, hein. ah Ouais. ouais, ouais, ouais. Quel pari, quoi. Ouais. Tant en termes artistiques que bah, commercial, pour le coup, c'était le bingo là, complet. En plus, moi, j'ai eu de la chance. J'ai réussi à la voir, Becky Chambers, l'année où elle était aux Utopiales. Et pareil, j'ai réussi à voir Claire Ah North aux oui, Utopiales l'an dernier. Donc, en tant que fanboy, je peux avoir mes exemplaires dédicacés qui ont beaucoup incroyable. Vous avez un peu valeur discuté sentiment. avec elle, du coup. Alors, avec Claire North, oui. Avec Becky Chambers, pas trop. Elle est plus dans une attitude, euh, voilà, elle met de la distance. C'était Ok, peut-être un peu. Puis moi, j'étais peut-être un peu impressionné aussi. Je pense que j'imagine. c'est pas facile. Très bien. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je vérifie si j'en ai pas oublié dans ce qu'on m'a posé. Mais bah, donc vous avez là le financement participatif pour le collector qui Moi, est en je serai là. cours. Tout à Il est fait. jusqu'à quand? Il sera jusqu'à fin, mais jusqu'après les Imaginales, comme ça, si vous en avez entendu Jusqu'après les parler. Pardon. Imaginales. Il y a Et À peine de mots perdus qui vient de sortir très récemment aux éditions Argile. exactement, la nouveauté de l'année. Et il y aura en fin d'année une toute petite chose, c'est je sors mon tout premier jeunesse, donc qui sera 6-8 ans, à l'école des loisirs. Voilà. Ok, Ça s'appellera Zététique. Il y aura des sorcières et des chats et des ok. villageois pas très malins. Voilà. C'est pour essayer de sensibiliser les tout jeunes lecteurs à l'esprit critique. Voilà. On va voir si ça Ok, marche, si j'ai réussi à transformer l'essai. Ça sort ok, top. en Donc ça septembre. équilibre, ça fera quoi? 6 romans adultes, 5 jeunesse ou quelque chose comme ça? Ah Ça, oui, ouais, ouais, ça, tout à fait. ça C'est équilibre un ça. peu. Le jeunesse remonte petit à petit. Ouais. Ok, très bien. Bah écoutez, merci beaucoup. C'était passionnant. Je suis ravie de Ah, vous merci avoir, à euh, vous. de vous avoir eu. C'est pareil. Et Merci à ceux qui nous écoutent. je mettrai le lien du financement participatif, le lien de votre Instagram, si des gens veulent, bah, j'imagine, venir discuter avec vous, rebondir sur des choses que vous avez dites. J'imagine pas qu'ils n'hésitent pas. Euh, Oui, mes réseaux sociaux sont grands ouverts pour discuter. Je suis, euh, je suis vraiment très accessible à ce niveau-là. Faut pas hésiter. Super. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Belle continuation. Merci. Merci d'avoir regardé cet entretien jusqu'au bout. N'hésitez pas à le faire circuler, à le faire voyager, à les donner de la force au projet de Jean-Laurent Del Socorro parce que c'est un auteur qui compte pour la scène littéraire française et francophone. Vous avez tout en barre d'infos et à très bientôt.